Le 11 novembre 1998, c'est le jour de ma naissance, et plus tôt dans l'année, les Français ont remporté la Coupe du Monde. Yves Saint Laurent, pour l'occasion, a assiégé le Stade de France et il inaugure la grande finale. Sur le gazon, les 3 lettres YSL entrelacées sont peintes en rouge. 300 mannequins foulent le stade alors que la foule gronde. Moment historique pour la mode, pour la France. Une victoire pour les 2 sports nationaux, le foot, oui, mais aussi celui de la coupe et du ciseau. Pierre Berger dit alors « Ce sera l'entrée de l'éternel féminin dans le temple de l'homme ». Une parole grandiloquente, une parole comme une exergue au théâtre qui donne le ton en 98 et qui me plaît pour tout ce qu'elle a d'une caricature qui dit vrai malgré elle. Et quand je revois, depuis le jour de ma naissance, tous les éclats de mode qui sont un peu tombés sur moi, je me dis que en fait c'est à peu près ça. À 4 ans, je commence la danse. Qu'est-ce qui, chez la danseuse, me fait tant rêver? Les lignes du corps, la légèreté des mouvements, et surtout, à 4 ans, le tutu. Toute cette tulle, les lacets brodés, l'odeur de la laque, les collants diaphanes et le satin des pointes. Toute cette délicatesse dans la danse classique me fascine complètement. Tout l'art qu'il y a à cacher l'effort. Je me rappelle encore de la première fois que je suis allée au Palais Garnier avec mes parents. J'étais toute petite et j'allais voir la représentation des élèves de l'école de danse. J'ai ce souvenir frappant des danseuses fières qui présentent leur corps, la couleur des justes corps qui distingue chaque division. Chacun de leurs gestes se lie au travers de l'élastane, le corps devient une partition et les danseuses, dans leur cortège, se livrent dans leur quête esthétique de la perfection. En 2006, on fait un voyage en Angleterre avec mes parents, mes 2 frères et ma sœur. C'est aussi la finale de la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, les Français perdent face à l'Italie et nos maquillages bleu, blanc, rouge ont mauvaise mine. Mes parents nous emmènent à la Tour de Londres où sont exposés les bijoux de la famille royale et notamment la couronne de la reine-mère. Il y a des tapis roulants pour passer devant les vitrines et mes parents me racontent encore aujourd'hui que j'y faisais des allers-retours, complètement subjuguée par l'éclat des pierres. Je sais pas ce qui se passe en moi ce jour-là, mais je crois que je réalise alors que des choses aussi belles peuvent exister et qu'en plus on peut les porter. Comme ça, de la beauté gratuite qui n'a d'autre but que l'exubérance pour resplendir. Naïvement, je demande à mes parents quelles études il faut faire pour devenir reine. C'est une vocation ratée, hélas, mais qui donne déjà l'indice d'un émoi en germe ce jour-là, qui continue toujours de grandir quand je vois des chiffons et des godilles transformés par les mains de quelques ouvrières en œuvres d'art. Je devais avoir 7 ou 8 ans quand ma mère me tend Pobby Eddingan, un livre de 96 pages écrit par Ben Rice. Ce livre, c'est le premier à m'avoir bouleversée. Il me reste toujours en tête et j'en lis encore aujourd'hui des passages. C'est l'histoire de Kellyanne, une petite fille qui vit à Lightning Ridge, la ville des mines d'opale en Australie. Elle a 2 amis imaginaires, Pobby et Dingan, qui un jour disparaissent. On ne retrouve d'eux que l'opale que portait Dingan au nombril. Tout cet univers m'a complètement marquée. Je me rends compte qu'on ne garde des gens que ces petites broutilles qui servent de reliques et de memento mori. Un peu après la lecture de ce livre, ma grand-mère est morte d'un cancer. C'est elle qui aimait tant la mode et qui travaillait dans une boutique, qui m'a toujours dit pas comme un clown quand je barbouillais chez elle mes premiers maquillages. Je garde d'elle son rouge à lèvres Dior fétiche, rouge corail. Mais je le porte pas, l'odeur me rappelle peut-être un peu trop elle. C'est son empreinte, c'est le relais de sa présence. Une opale ou un rouge à lèvres, preuve de leur passage, récit qui les raconte. Les babioles de la mode, ironie du sort, sont souvent bien moins éphémères que nos propres existences. Mais les babioles de la mode, elles nous connectent aussi au vivant, elles tissent des liens. Je suis encore toute jeune quand je lis 4 filles à un jean. L'histoire de Lena, de Carmen, Tibi et Bridget me fait rêver d'une amitié éternelle. Le jean qu'elle porte et qu'elle se prête porte la magie des rires et des espoirs qu'on trouve aux côtés de ses amis.
La mode nous permet une nouvelle lecture des autres, comme ce jean magique, elle nous donne à voir ce qu'ils essayent de cacher. Il suffit d'être un petit peu attentif pour voir, par un revers de manche ou au moins empoché, l'attirance ou la gêne qu'on génère chez les autres. En 2009, un biopic sur Coco Chanel sort et c'est Audrey Tautou qui incarne Gabrielle. Je sais pas encore ce qu'est la mode et à quoi on détermine la beauté d'un tombé ou d'une étoffe. Mais je suis consternée devant la rigueur de cette femme, devant la force de caractère sublimée par le jeu de celle qui a interprété un personnage dont je partage le nom, Amélie Poulain. Chez Chanel, c'est l'intransigeance du noir et blanc qui m'intimide. Cette mode se joue sur un grand échiquier où chaque pièce comporte un monde à elle seule. Pour moi, c'est un univers qui s'ouvre. Je suis adolescente quand je vois les photos de Natalia Vodanovic prises par Paolo Roversi pour la pub d'un grand parfum. C'est un noir et blanc contrasté, une fille nue et dans ses yeux j'ai l'impression de lire son âme, ses aventures, ses promesses. C'est la première fois que je suis touchée par une image de mode. Cette image m'obsède et son regard me poursuit. Et le nom du parfum, Shalimar, la légende de Guerlain, évoque des possibles et des horizons lointains. C'est l'histoire d'un empereur moghol qui tombe amoureux de la princesse Mumtaz Mahal en Inde. Il fait construire pour elle les jardins Shalimar, mais elle meurt et lui, dévasté, va lui construire un mausolée qu'on appelle aujourd'hui le Taj Mahal. Jacques Guerlain, en 1925, veut raconter cette tragédie par le sillage d'une odeur reconnaissable. Le goût de l'orientalisme de la mode, son appropriation des cultures et le pillage de certaines par ses soins, j'en sais encore rien à cette époque et j'ai pas le recul nécessaire pour m'en rendre compte. Mais cette image, elle me parle, elle me frappe, j'ai l'impression qu'elle veut me raconter une histoire. J'entre au lycée, j'apprends la mode, j'ouvre mon premier blog en seconde et puis je la distille dans mon TPE de première. Elle accompagne ces années où je découvre les peintures de Tamara de Lempicka, captivante et sensuelle, où je tombe amoureuse pour la première fois, où je crève d'envie d'indépendance, où je déteste mon corps aussi, et je le ferai maigrir, en partie à cause d'elle. À la fin de ma terminale littéraire, j'obtiens mon bac et ma mention me donne droit à une petite récompense de la part de la banque, avec laquelle et avec l'aide de mes parents, j'achète un sac Gérard Darel. Je m'en vais à Paris, ce sac sur l'épaule, pour y emmener mes petits bouts de vie et les ranger dans un nouveau chez moi. Ce sac, je le porte toujours aujourd'hui. L'intérieur est doublé et peint en doré. The Golden Grounds, c'est né de un peu tout ça. L'idée littérale derrière le titre, c'était de montrer les dessous d'une industrie dorée, remuer sa terre pour y prélever le suc et les secrets. The Golden Grounds, ça vient donc de toutes ces intuitions un peu naïves, de ces aventures fragmentées auxquelles j'octroie aujourd'hui un sens et une direction. Alors pourquoi est-ce que j'aime la mode ? Je crois que juste elle m'accompagne, elle me colle là où je vais et qu'elle me pose jamais de lapin. Elle organise un peu mon monde et même si souvent je la déteste aussi, elle a le mérite de m'offrir une raison d'être. Parce que la mienne, je crois bien que je la trouve dans le paraître.